9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Afin de nous ôter nos complexes au gay, on nous donne des cours sur le sexe au gay. On apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête, ou de ceux qui trouvent dégourdis de montrer leur bigoudi. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit nous allons planter le décor au gay. De l'appareil masculin d'abord au gay. Elle s'approche du tableau noir. On va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter, elle nous dessine le petit chose et les deux orphelines. Tout, vous saurez tout sur le zizi. Et ben voilà, évidemment, Pierre Perret pour entamer. Bien sûr. Non mais alors Pierre Perret, évidemment, parce que donc comme quoi l'éducation sexuelle, d'une façon générale, et puis sur les bancs de l'école, ça préoccupe depuis longtemps. Ça faisait déjà débat. Non mais ça faisait déjà débat puisque c'était il y a une cinquantaine d'années, 40 ans peut-être. J'ai pas la date précisément de l'écriture du zizi. Et puis d'ailleurs, si je puis dire, ça fait toujours causer, bien sûr. Et il y a un autre chanteur qui est plus actuel que Pierre Perret, c'est Philippe Catherine, également, qui en parle dans l'une de ses dernières chansons et qui va nous amener à ce que vous voulez développer, Elisabeth Lévy. Tiens, on l'écoute. Que deviens-tu, ma verge? T'es toujours toute mimi, mais c'est moi qui t'héberge. Et je vois bien que sous le chaton se cache un vieux lion. Que deviens-tu, ma verge, de Philippe Catherine? Ah ben oui. Ah oui, c'est cru, hein. C'est cru ce matin. Le donc, vieux lion et voir... le chaton, quelle image. Non, mais alors, c'est vrai, on va voir précisément ce qu'il y a dans ce projet-là, de ce programme d'éducation sexuelle à l'école. C'est éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Il va être présenté la semaine prochaine au Conseil supérieur de l'éducation. Non mais c'est intéressant. Vous voulez bien m'apprendre la vie affective, s'il vous plaît? Non mais franchement. Non mais vous n'êtes pas d'accord, je sais pas, vous êtes d'accord pour qu'on prenne ça à l'école ou pas? Alors, attends, pardon, avant que Thomas réponde, c'est pas Thomas, mettez sur le bien fait micro d'apprendre ou pas, on va y revenir. Là, je voulais juste parler de l'intitulé. Oui. On peut apprendre des choses aux enfants sur la sexualité, sur la reproduction en réalité, mais on peut pas leur apprendre à aimer, on peut pas leur apprendre à faire l'amour. Excusez-moi, c'est quand même une des conquêtes de l'être humain, c'est d'apprendre ça tout seul. Ouais. Bon, ah oui. Alors, c'est vrai. Moi, honnêtement, je suis plutôt content de ce qui existe en l'état. Ouais. C'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup de fantasmes ou d'inquiétudes là-dessus. Qu'est-ce qu'on est en train d'exposer à nos enfants? À quoi est-on en train d'exposer nos enfants? J'ai regardé. J'aurais bien aimé qu'il y ait ça à mon époque, en fait. C'est-à-dire que c'est-à-dire que de la maternelle au CM2, en fait, il n'y a pas d'éducation sexuelle à proprement parler. À l'heure où on parle, ce n'est pas vrai. Il y a pas de sexualité abordée, ce n'est pas vrai. Ce qu'il y a, c'est comprendre dans les grandes lignes le corps. Plus on s'approche du CM2, plus on est sur comprendre la puberté qui va arriver, comprendre la notion de consentement, ça c'est une nouveauté effectivement, de consentement dans les relations en général. C'est vrai. Et les relations, c'est quoi l'amitié, c'est quoi le respect, etc. C'est ça qui arrive. C'est on pas. va voir ça en détail. On va voir ça en détail d'ailleurs, Thomas, avec ce que contient le projet, parce que ce programme il fait 40 pages. Donc Joseph Ruiz va tout nous dire. Avant cela, il y a quand même l'état de la sexualité. En France et d'ailleurs dans le monde, parce que ça bouge, ça avance. Vous avez lu Elisabeth Lévy, études. Ça bouge, je vous laisse la responsabilité de dire que ça avance. Non mais ça avance dans un sens ou dans un autre. Quand ça avance dans l'autre, ça recule. Oui, ça recule. Non mais vous avez lu ces études qui sont assez intéressantes. Non, j'ai pas lu les centaines de pages. Non, il y a une grande étude qui va être l'étude de référence puisque elle a été faite en 92, en 2006, c'est un peu. Et maintenant, 2023, c'est l'INSERM avec d'autres agences, 30 000 personnes interrogées, donc c'est vraiment, et des questionnaires, donc c'est vraiment l'étude qui va faire référence pendant au moins 10 ans. Et évidemment, il y a alors on constate, ce qui est intéressant, c'est comment ça a été commenté. Alors tout le monde s'est extasié, une révolution est en marche, c'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, d'abord, on est beaucoup plus flexible, on choisit, un jour on est homo, le lendemain on est hétéro,
Si, c'est ce que dit l'étude. C'est-à-dire chez les jeunes, c'est très marqué la fluidité. Le nombre de femmes, par exemple, le nombre de jeunes femmes, 40% des jeunes femmes disent qu'elles ont déjà eu une expérience homosexuelle quand même. 40%. Oui. Déjà 18-29. Chez les jeunes. Donc c'est pour ça que je vous dis, là il y a une véritable révolution. Mais ce qui n'a pas du tout été commenté, qui est peut-être une moins bonne nouvelle, c'est que en fait les Français font moins l'amour. Et le nombre d'abstinents est passé entre 2002 et entre 2006 et maintenant à je crois 18% chez les hommes alors qu'il était à 8% et à 23% chez les femmes. Et alors on peut me dire que c'est une merveilleuse nouvelle, que maintenant les gens font comme ils veulent, peut-être, mais on oublie l'anthropologie. Dans la sexualité, il y a aussi la volonté d'une société de continuer. Alors évidemment, je sais bien que maintenant on se reproduit pas du tout en rencontrant l'autre sexe. Et j'y viens, ce qui me frappe en fait, c'est que tout le monde célèbre ces nouvelles sexualités, maintenant on est très libérés. À l'évidence, la destitution de l'hétérosexualité, comme disons, ce n'était plus une norme au sens normatif, mais c'était, disons, une sorte de privilège majoritaire. Et bien maintenant, ça, c'est complètement fini, c'est en train d'être fini. L'hétérosexualité doit être une sexualité comme les autres, et c'est là que je vous dis qu'il y a quand même peut-être un inconscient anthropologique des sociétés, et à la fin des fins, vous voyez, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y a plein de gens maintenant qui, alors la masturbation, la déclaration en tous les cas a explosé. Bon, chez les hommes c'était déjà très élevé, mais chez les femmes aussi. Et dans le fond, tout le monde s'émerveille. Maintenant, c'est l'autonomie. Alors, on peut déjà se passer de l'autre sexe, à l'évidence. Et bien maintenant, on va pouvoir se passer de l'autre tout court, si vous voulez, et vivre dans un monde merveilleux où il n'y aura pas de rapport sexuel, comme disait Lacan. Chacun aura sa sexualité dans son coin. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais quand même, il y a une évolution, quoi, très nette à travers cette enquête. Je suis frappé. Faut le reconnaître. Frappé par cela, et personnellement, moi je crois à l'anthropologie, je ne crois pas à l'homme nouveau, et tout ça me laisse assez perplexe. Bon, Thomas Guénolé. Alors, effectivement, je n'ai pas la même lecture de ce qu'Elisabeth décrit, c'est-à-dire que à partir des mêmes faits, je n'ai pas la même interprétation. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est que les jeunes se sentent tout à fait libres d'expérimenter de manière beaucoup plus variée, ce qui n'était pas le cas quand j'avais leur âge. Je tiens à le dire, nous on avait une chape de plomb. Moi je suis une génération dans laquelle la chape de plomb vis-à-vis des moindres envies sortant de l'hétérosexualité était encore très pesante. Très pesante. Non mais je parle. Oui, parce que c'était les années fin des années 90, c'était encore quelque chose d'assez marqué. Parce que moi dans les années 80, dans mon lycée, il y avait des homosexuels qui étaient au contraire très. Écoutez, c'est possible. C'était pas vrai dans toute la France, quoi. Non mais vous étiez en région parisienne. Oui, enfin Thomas n'était pas provincial. Moi j'étais à Nice. Moi j'ai grandi à Nice. C'est pas exactement la même ambiance. En tous les cas, si vous voulez, aujourd'hui, la tolérance à l'homosexualité. Pardon, Elisabeth, juste, il y a. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une, ce que je disais sur l'expérimentation, qui manifestement est beaucoup plus libre dans la jeunesse, et c'est une bonne chose en soi. Et puis, ce que j'entends aussi, c'est une émancipation par rapport à la norme sociale en général. C'est ce que vous disiez à l'instant. Mais moi, je vois ça comme quelque chose de très positif. C'est-à-dire que, effectivement, on est en train, à mon avis, de découvrir que entre des gens qui existent et qui sont 100% homo et des gens qui existent et qui sont 100% hétéros, il y a toute une palette intermédiaire, il y a toute une gamme, effectivement. Et donc, on sort de cette classification très bichrome de Malevich. Je peux répondre juste très vite. C'est intéressant parce que les individus aient des expériences, que tout ça, et à mon avis, ça n'est pas tout à fait nouveau. Non, mais la vie sexuelle correspond davantage aux envies pour beaucoup plus de monde, c'est tout ce que je veux dire, c'est que moi, c'est pas la norme sociale qui me pose un problème. L'homosexualité, d'ailleurs, en temps, était un pied de nez à la norme sociale. Donc, si vous voulez, c'est au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une injonction à la déconstruction aujourd'hui, d'accord ? Et la norme sociale reposait vaguement sur un inconscient anthropologique.
Alors vous me direz, aujourd'hui, on peut avoir la reproduction sans le sexe, et le sexe sans la reproduction, c'est merveilleux. Ouais. Les deux n'ont plus rien à voir. Non, quand même. Dans l'écrasante majorité, on fait encore ça à l'ancienne. Oui, mais c'est pas... Bon, j'aime bien ce terme. Oui, mais l'anthropologie, ça marche autrement. C'est-à-dire que le symbolique avance, et le fait que vous n'ayez plus besoin de l'autre sexe, en réalité, est en train de s'ancrer dans les comportements. Enfin ça, c'est mon avis. Maintenant, nous différons. Ce que je n'aime pas, c'est l'injonction à la fluidité. L'absence de normes est en train de devenir une norme. Voilà, ce que je vois autour, et le fait aussi que beaucoup... C'est un changement de norme. C'est-à-dire, sois cool, sois libre, sois toi-même, allez, tente ceci, cela. C'est-à-dire que le type ou la fille qui est platement hétéro et même monogame... peut le rester, c'est très bien comme ça. Il n'est pas dans le vent. Non, mais ça pose un certain nombre de questions. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs, en écoutant ce débat. Très intéressant, c'est philosophique, mais pas seulement, c'est très concret. Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, vous pouvez réagir 0826 300 300 autour de notre vie sexuelle, notre éducation sexuelle, notre rapport au sexe, en fait, dans la société. J'en parlais tout à l'heure sous forme de provocation, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi, évidemment, les agressions sexuelles, et il y a des violences intrafamiliales qui sont assez nombreuses. Le procès Pellico, par exemple, permet d'ouvrir, même si il y a eu l'affaire MeToo, etc., alors avec des conséquences plus ou moins positives ou négatives, bien sûr, mais tout cela permet quand même d'ouvrir, bien sûr, les choses. On en reparle dans un instant, et j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'il faut changer, en fait, les normes sur la sexualité, entre guillemets ? Ça se fait pas par décret, hein. Non, mais ça se fait pas par décret. Est-ce que on va mieux vivre sa sexualité demain ? Est-ce qu'au contraire, il y a des risques ? Vous nous appelez 0826 300 300. C'est Manu, votre professeur, pas d'éducation sexuelle, mais votre professeur au Standard, qui vous répondra, bien sûr, 0826 300 300, la vérité en face. Hein, bien sûr, jusqu'à 10h. En face. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Je ne sais pas, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, jusqu'à 10h dans La Vérité en face. Et vous, je le disais, vous pouvez réagir 0826 300 300. Que pensez-vous de l'éducation sexuelle ? Alors, il va y avoir un nouveau programme qui va être présenté la semaine prochaine au Conseil supérieur de l'éducation pour une possible mise en place à la rentrée 2025, dans quelques mois. Ça fait plusieurs mois que c'est en discussion, etc. Comment s'appelle-t-il ce programme ? Éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Joseph Ruiz, dites-nous, donnez-nous quelques indications pour qu'on puisse bien en débattre, justement. Alors, le projet, Patrick, fait 40 pages. Voilà ce qu'on en sait. Alors, de la maternelle à la CM2, éducation à la vie affective et relationnelle. Pour le moment, pas de sexualité, apparemment. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on va y faire ? Connaître son corps, avoir conscience de son intimité, apprendre les parties du corps, donc des parties intimes. Bah oui, voilà. Et comment est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on va utiliser des marionnettes, apparemment. Bon. Égalité entre filles et garçons. Les poupées, les baigneurs, quoi. Exactement. Version c'est ça, moderne. exactement. À quel âge ça, pardon ? C'est à la maternelle. Ah, bon, d'accord. Alors, égalité entre filles et garçons. Pourquoi il ne faut pas réserver certains jeux aux filles, certains jeux aux garçons ? Pourquoi est-ce que faut pas interdire l'expression de ses sentiments aux garçons ? Réfléchir à l'occupation aussi de la cour de récréation, c'est un vrai sujet. Explication des différents modèles de famille. On apprend à faire la différence entre les familles hétéroparentales, monoparentales, homoparentales. On va parler de la notion de consentement, ça c'est un peu plus tard, au niveau du primaire. Est-ce qu'on est obligé, par exemple, de faire un bisou à un membre de sa famille ? Est-ce que j'ai le droit d'imposer un câlin ou un copain ou à un copain ou à une copine. Demander la permission de s'asseoir près de quelqu'un ou de lui tenir la main. On apprend ce qu'est le secret aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a des bons secrets, des mauvais secrets ? Et exemple un peu plus concret, en CE1, on repère les stéréotypes filles-garçons dans les catalogues de jouets. En 5e, on propose de définir l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Alors justement, donc là c'était beaucoup le primaire. En 5e, et jusqu'à la 5e, mais au niveau secondaire, justement, ça va un petit peu plus loin, quoi. On parle cette fois d'éducation à la sexualité. Voilà. Alors, on note quand même qu'on en a déjà un tout petit peu parlé au final, mais c'est vrai que, en tout cas, dans le texte, le mot sexualité
apparaît à partir du secondaire. Mais là, on va s'interroger sur les différences entre excitation, sentiment, désir, plaisir. On va parler de contraception, forcément, de MST, on fait de la prévention. On fait aussi de la prévention vis-à-vis du numérique, parce qu'on va aussi parler de pornographie. On sait que c'est un vrai sujet. Et on va questionner les notions de plaisir et d'assumer ses préférences, d'acceptation de soi. À noter que le sujet, en tout cas de la masturbation, n'est pas mentionné du tout dans ce programme. Mais voilà, si par hasard... Je croyais que c'était évoqué. Ça, c'est idiot pour le coup de pas l'aborder. Ce qui est dit en tout cas, c'est que s'il y a des débats au sein de la classe et que des questions peuvent être posées, c'est pas interdit non plus d'en parler, mais c'est pas une notion qui est demandée à... Je suis complètement consterné. C'est intéressant. Il faudrait que ce soit je suis complètement consterné. Je vous rappelle qu'on nous explique que 90% des hommes et 80% des femmes, les jeunes, disent qu'ils se masturbent. Visiblement, on leur a pas appris. Donc pardonnez-moi, mais là on sombre dans le ridicule. Mais ce qui me frappe, l'école n'est pas capable d'apprendre à lire, à écrire, à compter à nos mômes. Elle n'est pas capable de leur apprendre à s'exprimer, à penser le monde dans lequel ils sont. D'accord ? Alors, là-dedans, tout n'est pas, à mon avis, à jeter, mais juste 80%. C'est-à-dire, apprendre le corps humain, oui. Apprendre des règles, c'est-à-dire, t'oblige pas, oui. D'accord ? Mais pour le reste, enfin, on va donc dire à des gamins dont 98% ne se poseraient pas la question s'il n'y avait pas les réseaux sociaux et tous les médias qui leur farcissent le truc, que peut-être ils ne sont pas ce qu'ils ont toujours cru qu'ils étaient, un homme ou une femme. En 5e, on va leur dire, au fait, tu sais que tu as le choix. C'est-à-dire, ils ont déjà plein de problèmes d'adolescents. Mais non, on va leur rajouter, tu sais que tu as le choix. Parce que la dysphorie de genre qui existe, c'est infinitésimal. Aujourd'hui, vous avez 5% d'une classe d'âge qui décide qu'elle veut changer de sexe. Donc, excusez-moi, on est en train en plus d'inventer des problèmes et de demander à l'école des choses. Si vous voulez, l'occupation de la cour de récré. Donc, on va interdire aux garçons de jouer au foot. C'est ça l'histoire de l'occupation de la cour de récré. Vous avez déjà regardé, je finis là-dessus. Vous avez déjà regardé une cour de récré spontanément jusqu'à un certain âge, alors qu'il doit être la 5e, 6e, la puberté. Les mômes se regroupent par sexe. Les petites filles avec les petites filles, les garçons avec les garçons. Je ne sais pas pour quelle raison. D'accord ? Les garçons jouent au foot plus spontanément. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que vraiment le monde va s'écrouler parce que les garçons jouent au foot ? Mais franchement... Bon, donc Thomas Guénolé. Oui, donc là on arrive sur la... Excusez-moi. Je vous en prie. Là on arrive sur la monstrueuse théorie du genre, ce croque-mitaine des temps modernes. Je voudrais vraiment, pour les gens qui nous écoutent et qui auraient peur de quand ils entendent théorie du genre, les rassurer. C'est-à-dire que, d'abord, la théorie du genre, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les gender studies, c'est-à-dire les études du genre. Et l'une des premières à l'avoir fait, c'est quelqu'un que tout le monde connaît en France, qui s'appelle Simone de Beauvoir. Quand elle vous dit « on ne naît pas femme, on le devient », on est déjà dans des gender studies. Et j'ajouterais « on ne naît pas homme non plus, on le devient », c'est-à-dire qu'il y a... Tout ce qui, chez vous, est lié à votre sexe, c'est-à-dire que vous êtes de sexe masculin ou de sexe féminin, et ça, c'est biologique. Par exemple, vous et moi, vous aussi, vous non plus d'ailleurs, nous ne pouvons pas tomber enceinte. Par exemple. Aujourd'hui, vous avez vu que ça c'est lié à notre sexe et c'est de la biologie. Et puis il y a tout ce qui est le genre, c'est-à-dire tout ce qui nous est attribué comme rôle social en tant qu'homme, l'homme en tant que rôle social. Et ça marche aussi pour les petits garçons et pour les petites filles. Et donc, ce que je trouve moi très intéressant dans la démarche qui est en projet, c'est l'effort de casser les stéréotypes de genre dès l'école primaire, parce que ces stéréotypes de genre, ils ont des conséquences, notamment dans les études que vont choisir les garçons et les filles, dans les métiers que vont choisir les garçons et les filles, dans ce sur quoi on se sent légitime ou pas. Et donc c'est très bien qu'un garçon trouve normal dès l'école primaire de jouer aussi bien à la poupée qu'au pompier. Et c'est normal aussi qu'une petite fille se dise j'ai envie de jouer à la dinette, oui, mais j'ai aussi envie de jouer au pilote d'avion. Et parce que une fois qu'on est formaté sur, par exemple, les tâches ménagères aussi, il y a des tâches ménagères à l'école. Vous savez, il faut ramasser ceci, etc. Et c'est très important que ce soit fait de manière à 50. Il y en a plus beaucoup. Il y en a, alors l'école où est ma fille, en l'occurrence, il y a ça. Et donc, c'est très important de comment dire, les repères. Elisabeth parlait beaucoup de repères, de normes, de cadres. C'est effectivement dès l'école que se construisent un certain nombre de repères sur qu'est-ce que je suis en tant que garçon, qu'est-ce que je suis en tant que fille. Et si c'est une norme sociale, tout ce qui n'est pas imposé par la biologie, je veux dire.
Ouais. Je ne conteste pas l'existence de la biologie. Tout ce qui n'est pas imposé par la biologie est une norme sociale, et donc c'est quelque chose que nous construisons. Ça se conteste. Que nous construisons ensemble. C'est de la culture. Elisabeth Lévy. D'abord, je vais vous faire une confidence. Dans les horribles années 70 où j'étais, non, c'est un peu plus tard. Oui, j'étais au collège. Vraiment, ce temps affreux, effectivement. J'ai subi un jour une grande vexation parce qu'en 4e, les garçons avaient atelier et les filles couture. Alors, moi j'ai dit non, moi je veux aller à l'atelier. On m'a obligé à aller en couture et tout le monde a fait des paires de chaussons tricotées. Moi j'étais tellement nul que j'en ai fait un seul. Alors vous voyez, j'ai une grande humiliation liée au genre. Non, donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est que les gens et surtout les adolescents, si vous voulez, foutons un peu la paix aux enfants, laissons-les un peu, si vous voulez, trouver aussi. Mais c'est qu'ils ne se sentent pas empêchés de faire ceci ou cela. Un homme a aussi le droit d'aimer faire des dessins de mode et tout ce qu'on veut. Voilà, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a dans les stéréotypes de genre, si vous voulez, il y a une part, ce qu'on appelle la féminité, la virilité, qui sont des codes avec lesquels on aime jouer. D'accord, on aime jouer au fait que les hommes tiennent la porte aux femmes, que les femmes ça sent bon et c'est joli, et les hommes c'est fort. Tout le monde sait que c'est pas très sérieux, c'est pas complètement. Mais comme vous dites, ça plonge un peu dans la biologie et dans l'anthropologie, et ça rend le monde habitable. La différence entre les hommes et les femmes, qu'on voudrait gommer dès le plus jeune âge, non mais pas vous, mais c'est ça qui est en jeu, si vous voulez, c'est d'expliquer à tout le monde, il n'y a pas de différence. Vous avez reconnu la biologie, et derrière la biologie, il y a l'anthropologie sociale. Les différences sociales peuvent être remises en question. Voyez-vous qu'aujourd'hui, dans une partie du discours public, votre copine Sandrine Rousseau, non, je dis ça pour blaguer. C'est pas ma copine pour le coup. Je sais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la virilité. En gros, quand elle dit virilité, c'est toxique. C'est mal. Ça, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui apprécient et d'hommes qui aiment jouer dans ces codes-là. Dans la mesure où ils ne sont pas obligatoires. Qu'est-ce que vous allez... J'ai pas de problème avec ça. Ce qui peut évidemment être... Et ce qui est problématique aussi, et c'est peut-être là le rôle de l'école, c'est d'apprendre le respect. Alors c'est le respect sous toutes ses formes, mais le respect aussi d'une autre personne qui ne veut pas sur le fameux consentement, bien sûr. Parce que le consentement, c'est beaucoup plus large. De la différence. Vous savez bien que les enfants sont conformistes par nature et que donc celui qui sort du lot, très souvent, personne n'a besoin de leur dire que c'est pas bien ou pas, il est persécuté parce qu'il sort du lot, vous le savez très bien. Donc, on voit ça ensemble dans un instant sur Sud Radio. Je sais pas ce que vous en pensez sur cette notion aussi de consentement et puis de respect en fait de l'autre, quoi, aussi, bien sûr. Apprendre, c'est peut-être là où il y a quelque chose à faire. Alors je ne sais pas à quel niveau, à quelle classe. Par exemple autour des agressions en fait sexuelles. Dans les familles déjà, dans les familles, c'est tabou parfois. Mais si vous avez des jeux vidéo, des trucs, je ne sais pas. Allez, on voit ça ensemble, la vérité en face. J'ai tué plein de gens avec des jeux vidéo. Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face ce matin, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, comme chaque mercredi, c'est le débat. C'est le débat autour d'un sujet qui est dans l'actualité crûment, si je puis dire, à travers le procès Pellico, bien sûr. Il y a eu de la mobilisation dernièrement aussi autour des féminicides, les violences sexuelles, les agressions les violences intrafamiliales. Il y a eu cette enquête il y a quelques semaines sur la sexualité en fait des Français, c'est très intéressant. Et puis il y a ce programme qui va venir à l'école là dans quelques jours, qui est en discussion, etc. Et bien sûr qu'il faut en débattre sur l'éducation. Alors c'est pas l'éducation, qu'est-ce que je vous ai dit? La vie relationnelle. Voilà, c'est ça. À la relation. Voilà, éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité quand même qui arrive en troisième. Thomas Guénolé. Oui, puisque vous évoquiez Mazan. Je voudrais revenir sur la question des violences sexuelles, de leur meilleure prise en compte, de leur meilleur traitement, de leur meilleure prévention. Et il me semble qu'il y a au moins 3 choses qui sont assez urgentes à faire. La première, c'est l'éducation au consentement actif. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'affaire Mazan, une ligne de défense quasiment systématique des accusés a été de dire elle n'a pas dit non, donc elle était d'accord. Donc manifestement, il y a encore beaucoup de boulot sur la compréhension par un certain nombre d'hommes du concept de la notion de consentement. Elle n'est manifestement pas assez comprise par beaucoup d'hommes. Première chose. Deuxième chose, il me semble, mais là c'est beaucoup d'associations féministes qui disent ça, c'est très important que la formation systématique des policiers, des gendarmes, des magistrats
pour comprendre et bien traiter ces sujets de violence sexuelle, ça devienne quelque chose d'obligatoire, cette formation, et non pas quelque chose de facultatif. Pourquoi ? Parce que, à l'heure actuelle encore, même après MeToo, vous avez encore des policiers qui savent pas trop faire, des gendarmes qui sont maladroits, des magistrats qui se rendent pas forcément compte tout de suite de la gravité de la situation, des policiers qui vont minimiser les choses lors du recueil de la plainte. Et donc, ça, c'est un énorme problème, la sous-déclaration, le sous-traitement. Et puis, il y a un autre élément dont on parle très peu, et je suis très content qu'on puisse en parler ici, parce que c'est une revendication des mêmes associations féministes, c'est l'urgence de doubler les places d'hébergement. Pour les victimes. Parce que c'est un problème très concret de violence conjugale ou familiale. Bien sûr, on en parle beaucoup sur Sud Radio depuis on en parle beaucoup, mais on parle pas assez des illustrations. On a donné des illustrations de ce qui se fait dans le Var, par exemple. On parle du problème, mais on parle assez peu du fait qu'il faut carrément doubler les places et non pas juste les augmenter. Bien sûr. Alors sur le dernier point, c'est très concret. Sur le dernier point qui est très concret, je signe votre PPL, mon cher Thomas. Nous pouvons la présenter tous les deux. Et sur les deux autres, ça ne va pas totalement vous étonner, en désaccord. Alors pas du tout, il faut former les policiers de toute façon, il faut tout former tout le monde, toujours, tout le temps, donc aucun problème là-dessus. Mais simplement, moi, ce que j'entends aussi de beaucoup de témoignages, vous savez, je travaille beaucoup sur MeToo et les horreurs que ça peut produire, c'est que, au contraire, des policiers en ont ras-le-bol. Oui, il y a un papier dans le numéro de Causeur qui s'appelle MeToo, ça suffit, que j'ai écrit. C'est que les policiers en ont aussi ras-le-bol parce qu'ils ont la trouille, ils sont obligés maintenant, dès qu'une femme arrive, et ça arrive aussi que des femmes, moi j'en connais, veuillent se venger, racontent des cracks, et arrive et dit il m'a fait ceci ou cela, le type se retrouve en garde à vue, traité comme un coupable immédiatement, et il peut entrer dans une nasse. Et les policiers disent aussi qu'ils en ont marre d'être sollicités pour des trucs dont ils savent parfaitement que c'est bidon, mais qu'ils sont quand même obligés de traiter, et du coup ça ne leur laisse pas non plus le temps de recevoir les vraies victimes, si vous voulez, parce qu'ils voient la différence en réalité, ils voient très bien, ils savent très bien faire la différence très souvent. Donc, sur le consentement, ça c'est une question très problématique. Parce que moi je suis totalement contre vous. Il arrive, savez-vous, que, je vous parle d'expérience, parfois une femme dit non en pensant oui. Oui, ça peut arriver. Eh ben oui, vous dites non parce que... Ou l'inverse. Elle peut dire oui en pensant non finalement, et le lendemain, non. Alors, si ça existe. Oui, elle peut d'ailleurs consentir et puis le lendemain dire finalement j'étais sous emprise, j'ai pas... Quelle connerie. Cette histoire, vous avez invoqué un très mauvais argument. Non mais que la femme qui n'a jamais touché sa parce qu'on va prendre aussi 4 vous avez utilisé, à mon avis, un très mauvais argument qui est celui de la défense des accusés de Mazan. Ce serait un argument si le tribunal retenait leur défense. Mais ce ne sera évidemment pas le cas. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent pour se défendre, mais ça ne va pas passer. En l'occurrence, personne ne va penser qu'il y avait consentement. Mais vous savez, cette idée de dire que maintenant, si j'ai pas dit oui, j'ai dit non, d'abord, c'est horrible. C'est horrible parce que ça crée une espèce de contractualisation juridique des rapports sociaux et des rapports amoureux. Et puis je vous donne juste un exemple. Le consentement à l'impôt, ça se passe comment? Vous signez pas, je consens à l'impôt. Vous payez vos impôts. Eh bien... Oui, enfin, il se trouve que dans la plupart des relations humaines qui ne sont pas marquées, la norme des relations humaines, c'est pas la violence, la contrainte, etc. Ça c'est la marge, c'est la transgression. Eh bien, dans la plupart des relations, vous ne pouvez pas édicter des règles simplement parce qu'il y a des criminels. Alors, il faut quand même des règles. Bon, après, il y a des règles. Catherine est avec nous le au juge 0800. Peut présumer ou peut apprécier. Elisabeth, il nous reste quelques secondes. Catherine est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci. Alors, merci de nous appeler, de faire part de votre réflexion par rapport à ça. Alors, ma réflexion, c'est d'abord une expérience. Quand j'ai 66 ans, quand j'étais petite et que j'ai atteint la puberté, je souhaitais vraiment être un garçon. Mais avec le temps, c'est pourquoi être un garçon, c'est parce qu'au niveau social, les garçons avaient tous les droits, etc., etc. Et je ne regrette pas du tout d'être une femme actuellement. Donc en fait, c'est juste au niveau de la famille, de la société,
que je me sentais pas, j'avais envie de faire les choses de garçon, même si j'étais une jolie petite fille. Bon. Ça c'était au moment de la puberté, c'est-à-dire que quand vous aviez 13-15 ans, quoi, c'est ça à peu près. Voilà, j'étais assez tardive, donc plutôt 15 ans, effectivement, les seins ont poussé, etc. Ouais. Oui, enfin bon, bref. Et naïve aussi. Et je regrettais, je voulais être un garçon, mais surtout pas maintenant. Si on m'avait dit, alors je pense que c'était surtout parce que je n'avais pas les droits et les capacités. S'il y avait eu la possibilité à l'époque, peut-être que vous seriez devenu un garçon. Alors je sais pas, enfin bon, un garçon. Oui, mais j'aurais grandement regretté parce que déjà tous les rites qu'il y a, on ne peut pas changer de corps en fait. C'est une. Mais après, alors voilà, ça c'est une chose. Et la deuxième, c'est que je crois qu'on se trompe de débat justement, puisque par rapport à moi, c'était pas changer de corps. C'était changer, avoir les mêmes droits que les garçons. Eh bien, je crois qu'en fait, les droits sont donnés par les adultes. Et donc, faut pas faire violence aux enfants de leur expliquer la sexualité trop tôt. Pour moi, c'est un viol d'expliquer la masturbation trop tôt. On n'a pas à l'expliquer, effectivement, on la découvre par soi-même et c'est très bien. Bon. Et du coup, c'est les adultes qu'il faudrait former pour accepter le fait qu'un garçon ou une fille n'ait pas forcément les mêmes comportements qui seraient attendus, du coup à être beaucoup plus large dans l'attente du comportement des enfants. Merci beaucoup Catherine pour ce témoignage. Bonne conclusion de l'émission. Merci Catherine. Merci Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy. Dans un instant, c'est Valérie Expert avec la partie média. Je crois qu'André Berkoff reviendra sur cette question autour de l'éducation sexuelle d'ailleurs ce midi. Valérie Expert, est-ce qu'il faut quitter X, Twitter? Il y a plusieurs médias qui s'engagent et on va recevoir l'un des représentants des médias de Ouest France dans un instant.